collaborateurs et collaboratrices de l'ambassade de France et du Forhaus, partenaires dans l'organisation de cet événement, mesdames et messieurs, chères étudiantes et étudiants, au nom du Centre d'études européennes de l'Université de Fribourg, je me réjouis de vous accueillir pour une conférence de M. Pierre Moscovici sur l'intégration européenne et ses défis économiques et géopolitiques. Ce n'est pas la première fois que nous avons le plaisir d'accueillir M. Moscovici à l'Université de Fribourg. En 2017, il était déjà venu, alors commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière. Il nous avait fait l'honneur d'intervenir lors de la Journée de l'Europe, que nous célébrions alors pour la 42e fois au sein de notre université. Monsieur Moscovici est un participant actif et un observateur averti de la politique européenne. Diplômé en sciences économiques et en philosophie de l'Institut politique de Paris, il occupe au cours de sa carrière de nombreuses fonctions à la fois au niveau européen et en France. Tout d'abord, membre du Parti socialiste, il est élu député européen entre 1994 et 1997, puis député national du Doubs en 1997. Il devient alors ministre chargé des Affaires européennes entre 1997 et 2002 dans le gouvernement Jospin, sous la présidence de Jacques Chirac. C'est une période particulièrement dense pour le dossier européen, avec la signature des traités d'Amsterdam et de Nice, l'introduction de l'euro et la préparation au plus grand élargissement de l'Union européenne. Entre 2004 et 2007, M. Moscovici est de nouveau député européen et occupe aussi pendant cette période la fonction de vice-président du Parlement européen. Il repasse ensuite au niveau national, réélu député à l'Assemblée nationale en 2007 puis en 2012. Directeur de campagne du candidat socialiste François Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012, M. Moscovici est nommé ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur après la victoire de François Hollande. En novembre 2014, il intègre la Commission européenne en tant que commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité, à l'union douanière au sein de la Commission Juncker, alors même que l'Europe venait de connaître la crise de sa zone euro. Dès sa prise de fonction, il s'est concentré sur 3 priorités. Une relance de la croissance européenne via l'investissement et une lecture moins rigide et moins austéritaire des règles budgétaires, la lutte contre l'évasion fiscale et la lutte contre l'euroscepticisme et les populismes. Bien sûr, un grand sujet d'actualité encore aujourd'hui. À la fin de son mandat à la Commission, Pierre Moscovici a décidé de réintégrer la Cour des comptes, qu'il avait choisie déjà dès sa sortie de l'ENA, et au sein de laquelle il avait été conseiller maître avant d'en devenir le premier président. Par ailleurs, Pierre Moscovici enseigne sur les questions européennes au sein de Sciences Po Paris, de la Columbia University de New York et du Collège d'Europe de Bruges. Lors de votre dernière venue à Fribourg, M. Moscovici, vous aviez partagé un regard d'Européen convaincu pour parler de l'avenir de l'intégration européenne, mais aussi de ses défis, de ses perspectives. Aujourd'hui, entre le recul démocratique, l'inflation et le retour de la guerre sur le sol européen, les défis auxquels sont confrontés les acteurs européens ne sont certainement pas moindres. Et à l'aube des élections européennes de 2024, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous écouterons votre vision sur l'avenir de l'intégration européenne face aux crises économiques et géopolitiques que notre continent affronte. Monsieur Moscovici, à vous la parole. Mesdames, Messieurs, Madame l'ambassadrice, Madame la professeure, chers étudiants, c'est un grand plaisir pour moi d'être de retour à Fribourg pour échanger avec vous sur une thématique qui, en effet, m'est chère, l'avenir de l'Europe. Pardonnez-moi, j'ai pris le micro parce que je sens que je couvre une petite angine, et donc ma voix ne tiendrait pas pendant notre heure, sinon, si je ne l'avais pas. Et je suis très heureux d'échanger avec des étudiants étrangers, pas que des étudiants apparemment, qui plus est francophones. Je voudrais chaleureusement remercier l'Université de Fribourg et particulièrement son centre d'études européennes pour leur concours précieux à ce temps d'échange. C'est vrai, vous l'avez dit, j'ai à cœur de poursuivre mes activités d'enseignement, de transmission, et je l'ai fait quelle que soit l'étape de ma carrière, et pour une raison simple, c'est parce que, au-delà du plaisir d'enseigner lui-même, les questions, les interventions, les remarques
l'échange avec les étudiants sont très précieux pour faire bouger sa propre perspective et parfois même ébranler ses certitudes. Ça nourrit nos réflexions, ça apporte un éclairage nouveau sur les transformations profondes de notre société, de notre Europe, sur les défis de demain, sur lesquels je vais revenir dans quelques minutes. Et ça nous permet de rester ancrés dans le monde, pas celui qui fut, celui qui est et celui qui vient. J'ai déjà eu la joie d'intervenir ici devant certains de vos prédécesseurs, c'était en 2017 en effet, lors de la journée de l'Europe, le 9 mai. J'étais commissaire pour les affaires économiques et financières. J'étais en présence de votre prédécesseur, le professeur Casassud, qui a illustré ce centre, et en présence d'Alain Berset, qui est aujourd'hui le président de la Confédération helvétique, membre du Conseil fédéral, que j'aurai le plaisir de retrouver ensuite ici à Fribourg, puisque c'est sa ville. Et l'avenir de l'Union européenne était déjà le fil rouge de mon intervention, mais, comme vous l'avez dit, depuis 2020, une succession de crises majeures traverse notre continent, remettent en cause des équilibres économiques, politiques, institutionnels, prudemment construits depuis plus de 70 ans. Et en fait, il s'est passé, depuis 2017, sans doute davantage en termes de crise que pendant les 30 ou 40 années qui précédaient. De nouveaux défis nous interrogent, ils soulèvent des débats fondamentaux, voire radicaux, sur la pertinence de notre système de gouvernance européenne, qu'elle soit politique et ou économique, sur la clarté de nos positions, sur divers sujets internationaux, sur notre positionnement dans le cercle des puissances mondiales. En bref, on doit débattre, je crois, aujourd'hui du chemin à prendre au présent et à l'avenir pour faire de l'Union européenne une Europe forte, tarte à la crème, une Europe influente, une Europe puissance. Là, c'est un peu moins une tarte à la crème parce que c'est quand même un sujet très discuté de savoir si nous devons d'abord, nous pouvons être une Europe puissance. Quand on est français, c'est pas une notion forcément nouvelle. J'avais moi-même, quand j'étais ministre des Affaires européennes, écrit un livre qui s'appelait Une puissance, l'Europe, une puissance de la mondialisation. C'était, je pense, en 1999. Quand on n'est pas français, c'est plus compliqué. Même si on est français, savoir ce qu'on met sous ce vocable n'est pas trivial. Ces enjeux ne vous sont pas étrangers, chers étudiants suisses, car, et le président Emmanuel Macron l'a rappelé lors de sa visite d'État il y a 2 semaines, la relation nouée entre l'Union européenne et la Suisse est intime, elle est ancrée, elle est incarnée par vous ici présents. Je vais procéder en 3 temps, d'abord vous faire un constat que j'espère lucide sur les défis qui sont posés à l'Europe et à sa gouvernance, ensuite évoquer les solutions, enfin vous parler peut-être du devenir, de demain, du chemin que l'Europe pourrait emprunter pour devenir cette Europe puissance que, pour ma part, j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Je vais peut-être, au-delà de ce que vous avez dit, me présenter brièvement un peu plus en détail. Je suis aujourd'hui le premier président de la Cour des comptes française. C'est l'équivalent du contrôle fédéral des finances suisses. Peut-être, je le dis avec grand respect que j'ai pour le contrôle des finances suisses, un peu plus, car nous sommes vraiment une institution constitutionnelle que les Français connaissent bien. C'est là où j'ai commencé, en effet, ma carrière professionnelle. Mais puis j'y suis pas resté en fait très longtemps, et j'y étais jeune pendant 4 ans, et j'y suis revenu pratiquement 30 ans plus tard pour la présider. Un petit arrêt au milieu, mais accidentel. Nous jouons un rôle majeur dans le débat public, par nos rapports, par nos audits flash, par nos notes thématiques. Nous jouons aussi un rôle international. Nous sommes auditeurs externes du Conseil de l'Europe, de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OSCE et de l'ONU. Et à ce titre d'ailleurs, nous avons des équipes qui travaillent ici, en Suisse, à Genève, puisque nous auditons aussi bien le Haut Commissariat des réfugiés que le Conseil des droits de l'homme, ou encore la rénovation du Palais des Nations à Genève, siège de la Société des Nations. Je rentre d'ailleurs d'un déplacement à New York, où je me suis rendu pour la 63e réunion du panel des auditeurs externes la semaine dernière, et j'ai rencontré mon homologue suisse, Pascal Stirniman, avec qui nous entendons renforcer la relation entre nos institutions. Avant ça, j'en ai fait été ministre de l'économie et des finances, commissaire européen aux affaires économiques et financières, ce qui m'a permis en effet de travailler sur plusieurs sujets qui sont au cœur de ces crises européennes.
J'ai été le négociateur pour la Commission européenne pendant la crise grecque, et la Commission européenne était un protagoniste de premier plan. J'ai essayé, vous l'avez dit, d'introduire la flexibilité pour que l'austérité ne soit pas la seule solution sur la table, que ce soit d'ailleurs pour la Grèce ou pour les autres pays de l'Union européenne, puisque j'avais en charge de faire respecter les règles du pacte de stabilité et de croissance, les fameux critères de Maastricht qui terrifient tellement certains, et qui en fait sont interprétés quand même avec une relative souplesse. En tout cas, c'est ce que j'ai fait quand j'étais commissaire. Et puis, j'ai lutté pour développer notre législation contre la fraude et l'évasion fiscale, à une époque où les demandes de transparence étaient fortes. Et dans une vie antérieure, j'avais été ministre des Affaires européennes, au moment où nous élargissions l'Europe. Et tout ça m'a amené, pendant ces 25 ans, ou presque 30 ans maintenant, de politique européenne, à côtoyer souvent la Suisse. J'avais, comme ministre des Affaires européennes, été le négociateur côté français des premières bilatérales, avec, je m'en souviens, un membre du Conseil fédéral qui s'appelait Fabio Cotti, qui avait été président de la Confédération, bien sûr, comme tous les membres du Conseil fédéral. Il avait accueilli une visite d'État de Jacques Chirac en 1998, à laquelle j'assistais. J'ai retrouvé la Suisse comme ministre des Finances et comme commissaire européen, parce que nous avons négocié à ce moment-là la levée du secret bancaire, dans des conditions qui n'étaient pas absolument évidentes. Et aussi, j'ai dû forcer un peu la main aux partenaires suisses pour que soit remis en cause un certain nombre de caractéristiques privilégiées de leur système fiscal qui, autrement, auraient amené la Suisse à se trouver sur une liste noire de paradis fiscaux, ce qui n'était évidemment pas sa place. Et donc, tout ça m'a amené à venir très souvent dans votre beau pays, que je connais encore plus intimement, puisque vous avez parlé du Doubs. Il se trouve que ma circonscription était frontalière de la Suisse, du Jura suisse, du canton de la République et du Jura suisse, et que du haut de ma circonscription, vous voyez Port-Ventruy. D'ailleurs, quand je suis devenu, à un moment donné, président de l'agglomération du Pays Montbéliard, j'avais jumelé mon agglomération avec le canton et la République du Jura suisse. Tout ça, j'ai aussi j'ai représenté la France, puis l'Europe, dans les enceintes multilatérales essentielles que sont le G20, le G7, les assemblées du FMI, de la Banque mondiale. Et je vous dis ça pas pour vous faire mon CV, mais parce que j'ai constaté dans tout ça une complexification croissante de la gouvernance mondiale face aux assauts de ce qu'on appelle l'illibéralisme. Quand j'étais au banc des ministres des Finances du G20, et puis au sommet même, puisque c'est les ministres des Finances qui accueillent les chefs d'État, je voyais des personnes sympathiques, le président Trump, le Premier ministre indien Modi, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Erdogan, le prince héritier d'Arabie Saoudite, et je me disais quand même que le monde que moi-même j'ai connu d'ailleurs dans les années 90 avait beaucoup changé. Et cette confrontation entre les démocraties libérales traditionnelles, les démocraties illibérales, c'est-à-dire celles où on vote encore, mais où les libertés sont quand même bridées, et enfin les purs autoritarismes étaient quand même une des caractéristiques de l'époque qui rendait les choses extrêmement compliquées. J'ai eu surtout la chance de travailler pendant plus de 20 ans au sein d'un écosystème européen qui fait face désormais à des crises multiples et interconnectées. J'ai eu ce privilège, en effet, d'appartenir aux 3 grandes institutions de l'Union européenne. J'ai été parlementaire européen 2 fois, de 1994 à 1997, de 2004 à 2007, où j'étais aussi vice-président du Parlement européen, au Conseil de l'Union européenne, puisque vous savez qu'au Conseil de l'Union européenne, à ne pas confondre avec le Conseil européen, siègent les ministres. J'ai été pendant 5 ans au Conseil des Affaires générales, des Affaires étrangères pendant 2, au Conseil ECOFIN et à ce qu'on appelle l'Eurogroupe, et puis à nouveau dans ces conseils comme commissaire européen, les mêmes, l'Eurogroupe et l'ECOFIN à la Commission. Alors voilà, cela étant dit, d'abord les crises qui traversent l'Europe. Il me paraît important de s'interroger sur les crises qui traversent notre continent. Il y a d'abord, je vais être rapide là-dessus parce que c'est l'évidence, une crise économique dont les racines plongent dans la crise sanitaire qui nous a tous frappés en 2020. La pandémie de Covid-19 a été le choc le plus important, le plus disruptif, comme on dit, de la décennie pour l'économie mondiale et européenne. Et je ne devrais pas dire d'ailleurs de décennie, on pourrait dire d'un siècle. L'année 2020 a été tout simplement la plus mauvaise depuis la Première Guerre mondiale en réalité. 1929 était moins grave. On a, en termes de recul du PIB sur un an, le PIB de la zone euro a reculé de 6,6% en 2020, alors qu'en 2009, par exemple, la récession de la zone euro avait été de 3%. Le PIB suisse
la Suisse est quand même une économie solide, s'est contractée quant à lui de 2,4 points en 2020, c'est sa plus grande récession depuis les années 70, selon le secrétariat d'État suisse à l'économie. Cette crise, elle a dépassé le seul cadre sanitaire, elle a muté en un choc multiforme de grande ampleur, encore prégnant aujourd'hui. Elle a généré des difficultés dans les chaînes d'approvisionnement, dont nous continuons à souffrir assez largement. Je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, un certain nombre de médicaments sont encore introuvables dans les pharmacies, à commencer par des antibiotiques de base qu'on ne trouve plus dans un pays qui pourtant est un grand pays développé, membre du G7, membre du G20. Et puis, cela a continué avec, entre décembre 2020 et décembre 2021, un doublement du prix à l'importation de l'énergie dans la zone euro. Cette tendance inflationniste, en réalité, elle préexistait à un deuxième choc qui a impacté notre économie, qui était les conséquences de la guerre en Ukraine, avec notre approvisionnement en combustibles fossiles, en matières premières, certains produits alimentaires qui étaient touchés, et l'inflation annuelle dans la zone euro, qu'on croyait jugulée, et elle l'était de fait. Comme commissaire aux affaires économiques et financières, il me revenait chaque année, même pas chaque année, 3 fois par an, de présenter les prévisions de la Commission. Chaque année, on attendait l'inflation. Il n'y en a pas assez. On n'arrivait pas à trouver suffisamment d'inflation, ce qui d'ailleurs a justifié aussi que la politique monétaire européenne était extrêmement expansive. Pendant une dizaine d'années, c'est le fameux « whatever it takes » de Mario Draghi. Mais l'inflation est revenue. Elle a atteint un niveau record de 8,4% en 2022, qu'on n'avait pas connu depuis le début des années 80. Elle devrait s'établir à 5,6% pour l'année 2023, et on est encore loin, même si on constate maintenant une décrue très claire de la cible de 2% fixée par la Banque Centrale Européenne. Et cette inflation exerce une forte pression à la baisse sur la croissance économique, puisque l'économie de la zone euro devrait connaître une croissance de 0,7 points en 2023, 1% en 2024, 1,5% en 2025. Donc nous ne sommes pas du tout sur l'annonce d'une nouvelle trente glorieuse, nous sommes sur un régime de croissance assez plate pendant, je pense, quelques temps. Les efforts d'assainissement budgétaire mis en place suite à la pandémie par les États membres, je vous rappelle que pour les États membres qui sont dans la zone euro, ce qui est le cas des plus grands États, c'est le cas de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, c'est quand même la zone cœur de l'Europe. Nous sommes censés respecter des critères, 60% de dette publique, n'en parlons plus depuis longtemps, enfin quand même, c'est une zone de convergence, 3% de déficit. Le taux d'endettement moyen était redescendu en dessous de 80%, il est remonté à 90% dans la zone euro à la fin du deuxième trimestre 2023. Nous sommes très loin des quelques, je crois, 15 à 20% d'endettement suisse, pour l'État en tout cas, et nous sommes loin des 60%. Certains pays comme la France ont un taux d'endettement très élevé, puisque nous sommes, nous, autour de 110%. Donc il y a aujourd'hui une quinzaine de pays qui sont en dessous de 80%, et il y en a 7 ou 8 qui sont au-dessus de 100%, dont la France fait partie. C'est partie des 3 pays les plus endettés, derrière aujourd'hui la Grèce et l'Italie. Donc ça, c'est pour la crise économique très rapidement décrite, bien sûr. Vous connaissez l'enchaînement, récession post-Covid, inflation préexistante, dopée par l'Ukraine, et maintenant aplatissement de la courbe de la croissance économique, ce qui pourrait se traduire par une légère remontée du chômage qu'on constate déjà dans mon pays. Je dis légère parce que malgré tout, les marchés du travail ne retrouvent pas, heureusement, une situation dramatique qu'ils ont connue pendant une vingtaine d'années. Deuxième crise, c'est la crise géopolitique, avec le retour d'une guerre de haute intensité sur notre continent depuis février 2022. Nous pensions appartenir à des générations qui ne verraient pas le retour de la guerre sur le continent. D'ailleurs, le projet européen est un projet kantien, en quelque sorte, kantien, de paix perpétuelle. L'idée, c'est bien plus jamais ça, notamment entre la France et l'Allemagne, qui s'étaient combattues dans 3 guerres, en 1870, 14-18, et puis 39-45. Elles ne se combattent toujours pas, heureusement, mais la guerre est là, sur notre continent. C'est une guerre d'agression, il faut la nommer, conduite par la Russie contre l'Ukraine, depuis plus de 21 mois, qui représente
la plus grande menace contre l'espace démocratique européen. J'en suis absolument persuadé. D'ailleurs, je me réjouis à cet égard, je sais qu'on critique parfois la Suisse, qu'elle soit un peu sortie de sa position traditionnelle de neutralité en participant aux sanctions qui ont été prises, je vais y revenir, contre la Russie. Depuis le début de la guerre, je sais qu'il y a 65 000 Ukrainiens accueillis en Suisse, il y a plus de 4 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays pour rejoindre un État membre de l'Union européenne. Évidemment, les premiers touchés, c'est les pays limitrophes, à commencer par la Pologne, mais il y a des réfugiés ukrainiens dans tous nos pays, c'est plus de 48,5 milliards d'euros d'aide humanitaire et militaire qui ont été promises par les États membres de l'Union européenne. La Suisse a quant à elle envoyé environ 306 millions d'euros d'aide humanitaire seulement. Le monde est dangereux, le monde est instable, et au-delà même de cette guerre, qui soulève quand même pour nous la question de savoir, je vais y revenir, comment nous sommes capables de nous défendre face aux agressions, de retrouver un espace qui soit l'espace géopolitique, là où c'était essentiellement un espace géoéconomique. Comment muter vers cela? On constate que l'instabilité, le raidissement des relations internationales, il faudra suivre de près, bien sûr, les développements des conflits au Proche-Orient, qui ont d'ailleurs un impact dans nos sociétés, ne nous y trompons pas, mais cette multiplication des foyers de tension à travers le monde est une menace directe au rôle stabilisateur et aux valeurs intrinsèques de l'Union européenne. J'y reviendrai bien sûr un petit peu plus tard. Enfin, la troisième crise, je fais ça pour en quelque sorte poser le décor, c'est la crise écologique, face à laquelle l'Europe doit faire mieux. 2 degrés, c'est l'objectif posé par l'accord de Paris, les accords de Paris 2015 pour la hausse des températures d'ici à 2100, et ça nous oblige, nous Européens, à accélérer notre réponse collective à la transition écologique. Nous avons eu un été, nous entrons un peu comme heureusement dans l'hiver, qui a été non pas un été de réchauffement climatique, mais un été de basculement climatique, un été torride en réalité. Des températures que nous n'avons jamais connues, avec un record de chaleur enregistré en Europe, des incendies également records dans des pays comme la Grèce ou l'Espagne, de terribles inondations, par exemple en Slovénie. La Suisse, avec ses 1400 glaciers, lui fond d'environ 10% de ces glaciers en peu d'années. Donc le constat est sans appel. Ces événements nous rappellent l'urgence de la crise climatique qui, si nous ne faisons pas mieux, surpassera l'ensemble des crises que j'évoquais précédemment. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, il y aura des conséquences géopolitiques, géoéconomiques à la crise climatique. Ne serait-ce que, par exemple, le fait que, très probablement, on s'occupe beaucoup d'immigration dans nos pays, on s'en préoccupe, certains s'en occupent de manière un peu obsessionnelle parfois, eh bien, il y aura à un moment donné un afflux migratoire d'Afrique vers les autres pays du monde, compte tenu du réchauffement et du caractère insupportable de la vie en Afrique saharienne et subsaharienne. Pour définir cette période, je vais utiliser une expression, celle de polycrise, qu'utilisait l'ancien président de la Commission européenne, qui fut mon président et mon ami, Jean-Claude Juncker. Pourquoi polycrise? Parce que, en fait, j'ai parlé de 3 crises, mais elles sont entremêlées, elles sont interdépendantes, elles se nourrissent l'une de l'autre, elles ne sont pas séparées. Cette polycrise est avant tout une crise existentielle. Car, malgré mon optimisme et mon reflux de je ne sais quel déclinisme, je ne peux pas vous affirmer aujourd'hui, ce serait malhonnête, que l'Union européenne, comme nous la connaissons, est éternelle. Elle doit changer pour persister. C'est cela que je vais maintenant essayer d'aborder. Alors, je disais que je n'étais pas certain de la solidité, de la résilience de l'Union européenne, mais il y a quand même de bons indices qui sont favorables. À savoir que, face à ces crises, l'Union européenne n'est pas restée muette, elle n'est pas restée aveugle, et disons-le, sa réponse a plutôt surpris en bien, comme disent nos amis belges, non pas suisses. À la crise économique et environnementale, la Commission européenne a répondu avec un plan inédit qu'on a appelé le plan Next Generation EU. Qu'est-ce que c'est? Au fond, ce plan Next Generation EU, NGU, est un plan inédit auquel l'Europe, l'Union européenne, s'était refusée depuis des décennies. J'ai commencé en effet à faire de la politique assez jeune,
dans les années 90, au début des années 90. Je me souviens de Jacques Delors, président de la Commission européenne, qui proposait un grand plan d'investissement de 200 milliards de francs à l'époque pour doper les infrastructures, qu'il s'était vu refuser. Il proposait que l'Union européenne utilise une capacité d'emprunt qui n'avait jamais été en quoi que ce soit sollicitée pour le financer. Ça n'a pas vu le jour non plus. On était très dans une logique marché, critères. Et là, nous avons un plan de relance et d'investissement adopté en 2020, en pleine crise sanitaire, doté d'une enveloppe de 750 milliards d'euros, composé, et c'est important de le noter, et de prêts. Ça, ce n'était pas une innovation complète, parce que les Européens, dans la crise financière, avaient mis en place un instrument qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité, l'ISM, qui prêtait des fonds, notamment dans la situation grecque. C'était le bazooka financier qui permettait de financer les différents plans grecs, mais aussi les autres plans pour les pays sous programme. Mais là, c'est 360 milliards de prêts, c'est 380 milliards d'euros de subventions. Alors que l'Europe vienne subventionner des investissements, c'est totalement innovant. Son objectif était de soutenir la reprise économique des États membres. Surtout, il alimente des plans de relance qui doivent épouser les priorités de l'Union européenne aujourd'hui, la transition écologique, la transition numérique. C'est un plan qui a brisé le tabou de l'endettement commun, puisque pour la première fois, c'est l'Union européenne qui a emprunté pour financer ce plan, et donc ça a aussi renforcé l'intégration politico-économique de l'Union européenne. Enfin, la dernière innovation, ça affirme un principe qui est systématiquement refusé par certains dans l'Union européenne, c'est un principe de solidarité. Autrement dit, on finance plus ceux qui en ont plus besoin. Next Generation EU, c'est 0 pour l'Allemagne, ou pour la Suède, c'est 5 milliards d'euros pour les Pays-Bas, c'est 40 pour la France, c'est 200 pour l'Italie. Bon, ça dit assez l'ordre de grandeur des priorités. Nos amis allemands, avec lesquels nous, Français, nous avons parfois des débats, toujours aimables, toujours aboutissant à des solutions. C'est le propre des couples, d'avoir des débats aimables qui aboutissent à des solutions, même quand au départ on n'est pas d'accord tout à fait, enfin des couples solides en tout cas. Eux, ils refusent systématiquement ce qu'ils appellent la transfer union. Impossible. Là, typiquement, c'est un cas de transfer union. D'ailleurs, il a fallu que Mme Merkel accepte de basculer par rapport à des propositions qui venaient du président de la République Emmanuel Macron, de la Commission européenne, et c'est elle qui, en réalité, a fait bouger des lignes en rompant avec un certain nombre de conceptions traditionnelles de l'Allemagne. Plus largement, l'Europe a commencé à affirmer un agenda de croissance fondé sur la décarbonation, sur l'autonomie stratégique, comme on dit, c'est-à-dire sur une capacité d'indépendance dans la production d'un certain nombre de produits. Le pacte vert de 2019, le plan Fit for 55 de 2021, c'était les premiers textes législatifs de l'Union européenne à définir une stratégie ambitieuse de décarbonation, de décarbonisation pour l'Union européenne. Et ça devrait aider l'Europe à renforcer son industrie verte. Disons-le d'ailleurs, en la matière, l'Europe est plutôt leader dans le cadre de la COP21 et de l'accord de Paris que j'évoquais tout à l'heure. La moitié des financements viennent de la sphère européenne au sens large, qu'il s'agisse des États, de l'Union ou des banques de développement. Et donc, ça fait assez longtemps que nous avons pris un peu le lead dans cette question économique. Pour la crise géopolitique, là aussi la réponse n'a pas été décevante, à mon goût. L'Europe a été un facteur commun, c'est-à-dire lequel les États membres se sont rangés pour fermement condamner et sanctionner la Russie. Ça n'est pas de soi. Parce que sur la Russie, c'est un sujet qui, comme vous le savez, n'unifie pas ce qu'on appelle la classe politique, l'expression que je déteste, disons le spectre, le champ politique. Depuis 2022, on a adopté 11 trains de sanctions contre 1800 individus et entités russes. Plus de 21,5 milliards d'avoirs sont gelés dans l'Union européenne. Plus de 43,9 milliards d'exportations vers la Russie sont sous sanctions. Enfin, plus de 9,2 milliards d'euros, cette fois-ci, d'importations de la Russie sont sous sanctions. Et ça illustre quelque chose qui n'allait pas de soi, c'est-à-dire une forme de détermination de l'Europe, une condamnation unanime de cette agression.
dont seule l'Ukraine est victime. Dans cette affaire-là, disons-le, il n'y a pas de neutralité ou d'hypocrisie de l'Union européenne, même si il faudra faire attention quand même à une certaine fatigue. Fatigue de la guerre, fatigue des dépenses, fatigue des coûts de la guerre. Toutes les opinions finissent par être sensibles à cela, ce qui veut dire aussi que il faut des succès, en réalité, dans cette guerre. Toute guerre se termine par une négociation. Il est toujours absurde de vouloir les précipiter. Quand on commence à parler de négociations pendant un conflit, c'est en général du côté de l'agresseur, sans le dire. Donc, il n'est pas question de ça. Et si négociation il y a, ce sont les protagonistes qui la choisiront sur la base d'un rapport de force. Je pense qu'il est assez important que ce rapport de force évolue rapidement et favorablement pour l'Ukraine que les Européens soutiennent. Je serais un petit peu plus mitigé, honnêtement, même si c'est un peu frais dans notre regard, sur la réponse de l'Union européenne à la crise proche-orientale, parce que, et ça illustre un point sur lequel je vais insister, l'Europe demeure en fait trop désunie en matière de politique étrangère. Le 7 octobre a été commis un pogrom, un massacre par le Hamas, une réponse militaire israélienne considérable, qui a tué beaucoup de civils, trop d'enfants. Et dans cette affaire, on a vu quand même des limites européennes. Et la première limite, c'est notre hétérogénéité. On a vu tous les chefs d'État et de gouvernement des grands pays de l'Union européenne à Jérusalem. Le président français ne s'est pas rendu qu'à Jérusalem pour sa part. Il est aussi allé en Jordanie, en Palestine, en Égypte. Le président Biden est allé aussi de son côté, mais on sent quand même qu'il nous manque un liant. Et ça se voit. C'est-à-dire que si on y va en désordre, on est quand même moins impactant, moins puissant que si on y était ensemble. Et c'est ça qui justifie le besoin de puissance. Nous ne sommes pas unis sur notre politique étrangère, même si nous sommes convergents, et ça se voit. Ce fut aussi le cas lors du vote de la résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies autour d'une trêve humanitaire immédiate, durable, soutenue, avec des abstentions de nombreux pays européens, des oppositions. Parmi, par exemple, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, seuls la Chine et la France ont voté en faveur de la résolution. Déjeuner la semaine dernière avec les 2 représentants permanents à New York. Ça illustre, malgré tout, les progrès que nous avons faits pour une diplomatie européenne. Mais pourtant, nous avons beaucoup de leviers à notre disposition pour imprimer une position dans le monde. Nous sommes les premiers partenaires commerciaux et d'Israël et de la Palestine. Nous sommes les premiers donateurs en Palestine. Mais là où l'Ukraine a montré que nous savions parler d'une seule voix, parfois, à mettre en avant nos valeurs européennes, nous n'y sommes pas. Dans un conflit comme le Proche-Orient, il est vrai, un peu plus éloigné de nos intérêts directs, mais tout de même. Aujourd'hui, ces valeurs européennes sont attaquées, disons-le, attaquées de l'extérieur et attaquées de l'intérieur. L'attaque russe est une attaque contre nos valeurs européennes. Ce qui se passe au Proche-Orient est aussi une attaque contre nos valeurs européennes. Pas directe, mais elle nous impacte de diverses façons. Nous sommes attaqués de l'intérieur sur nos valeurs européennes. C'est la montée du populisme dont je vais parler dans quelques secondes. Et tout ça fait que nous avons besoin de davantage d'unité dans le champ que j'évoquais pour ouvrir des portes diplomatiques plutôt que de fournir une image assez décevante finalement à nos jeunes concitoyens. Ces réponses façonnées par les États membres et par l'Union européenne depuis 2020 confirment notre capacité à faire corps, mais une capacité qui demeure encore fragile et hétérogène. Nous avons un grand potentiel d'intégration économique et politique, mais il y a surtout une grande nécessité de faire de l'Union européenne un acteur mondial. Et je vais terminer là-dessus, c'est la troisième partie que je voulais évoquer, les crises, les réponses que nous avons apportées aux crises, même si tout ça est trop cursif, mais je souhaite surtout qu'on ait un échange. Enfin, il y a les débats qui découlent de ces crises qui tendent à une seule question: comment peut-on construire ce que j'appellerais par commodité, au fond, une puissance, on peut l'appeler autrement. Sur le plan économique, si j'avais un message à vous faire passer, c'est que le principal enjeu que j'identifie, c'est celui du renforcement de la zone euro. Nous sommes une Europe aujourd'hui à 27, nous serons demain une Europe à 30 ou 35. D'autres pays vont nous rejoindre. Les pays des Balkans, qui sont candidats depuis longtemps, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie. L'Europe ne va pas rester inerte, elle sera plus large. Bon, c'est un fait. Étant plus large, elle est plus hétérogène. Plus hétérogène, ça rend
nos mécanismes de décision encore plus compliqués à manier, et il repose beaucoup tout de même sur une forme de coopération interétatique. Ça, c'est vous qui faites ce cours, madame, donc je ne vais pas le faire. Disons que nous sommes le meilleur exemple de synthèse entre un certain fédéralisme, d'un certain point de vue, et un intergouvernementalisme pur. Moi qui ai appartenu à beaucoup d'institutions européennes, le Parlement européen est un Parlement qui monte en puissance. Il y a quand même aujourd'hui les attributs d'un co-législateur. C'est une institution fédérale. La Banque Centrale Européenne est totalement fédérale. La Commission est fédérale, mais avec une nuance importante, c'est-à-dire que c'est elle qui propose toutes les lois, c'est elle qui exécute toutes les lois, mais ce n'est pas elle qui les décide. Mais les organes que sont le Conseil de l'Union Européenne et le Conseil européen sont totalement intergouvernementaux, et donc il faut arriver à articuler tout ça, et au fond, derrière cette complexité se dissimule une question: est-ce qu'on peut tout faire ensemble? La réponse est non, on ne peut pas. Donc après on tombe sur ces idées d'Europe à plusieurs cercles, à plusieurs vitesses, à géométrie variable. Une fois qu'on les pose, on n'y arrive pas. On n'arrive jamais à trouver pourquoi 6 plutôt que 2. Les 2, ce serait la France et l'Allemagne, les 6, ce seraient les fondateurs. Pourquoi 15 Pourquoi certains sujets, on les fait à 7, d'autres à 12? Bon, je vous donne une réponse simple. En matière économique, qui reste quand même la colonne vertébrale de l'Union, c'est l'euro qui fait la force. Et c'est l'euro qui doit être l'élément fédérateur. Il faut pour ça mettre en place ce qu'on appelle une union des marchés de capitaux, qui permettrait une meilleure répartition des investissements dans l'Union européenne, qui permettrait de soutenir une relance économique qui soit verte, numérique, inclusive, résiliente, de faire de l'Europe un espace encore plus sûr pour l'épargne et l'investissement à long terme des particuliers. Il ne faut pas qu'il y ait que la Suisse et la Grande-Bretagne quand même. Il y a d'autres safe havens ailleurs. Et puis d'intégrer les marchés nationaux de capitaux au sein d'un véritable marché unique. Et puis, il faut changer la gouvernance de la zone euro. Je ne vais pas insister trop, mais vous savez que nous avons ce pacte de stabilité et de croissance que j'ai dû respecter comme ministre des Finances, faire respecter comme commissaire européen, qui est aujourd'hui suspendu, parce que mettre un critère de déficit à 3% quand on a 6% de décroissance sur une année, c'est impossible. Mais ça fait 4 ans que ça dure, donc ça va être établi. Je souhaite que ces règles soient réformées pour être plus lisibles, pour être plus souples, pour être plus cohérentes, pour être plus efficaces aussi. Enfin, il faut que cette zone euro soit mieux identifiée. J'ai été le commissaire européen qui était dans la salle de l'Eurogroupe, puisque c'était ma tâche, mais il y avait aussi un président de l'Eurogroupe, il y avait la Banque Centrale Européenne, enfin, ça manquait de gouvernance. En matière de politique étrangère, nous avons ce qu'on appelle le Hard Chair VP, le haut représentant de la politique étrangère et de sécurité commune. Je plaide pour un commissaire européen, ministre de l'économie et des finances de la zone euro, qui serait son visage économique, ce qui aiderait considérablement dans un certain nombre de négociations auxquelles j'ai pu participer, du G20, du G7, de la Banque mondiale, etc. Et il faut trouver un consensus sur tous ces plans. Sur le plan industriel maintenant, après avoir parlé de la macroéconomie, je pense que l'Europe doit construire, c'est une expression qui pour le coup fait à peu près consensus, ce qu'on appelle son autonomie stratégique. De quoi s'agit-il? C'est de faire en sorte que l'Europe ne dépende plus autant, et si possible plus du tout, d'autres puissances qui décident pour elle. Et il faut pour ça être prêt à faire face au mur d'investissement que la réindustrialisation de l'Europe, la transition énergétique place devant nous. La Commission européenne prévoit, pour renforcer la compétitivité de l'Union européenne, un plan industriel vert, dont le premier pilier appelé Net Zero Industry Act a été présenté le 16 mars dernier pour accorder davantage de financement aux industries vertes. C'est notre réplique, un peu moins puissante quand même, à l'IRA, l'Inflation Reduction Act des États-Unis, qui a quand même une dimension protectionniste que nous n'avons pas, et plus environnementaliste aussi, disons-le. L'Europe est en bonne voie quand même, mais il faut qu'elle trouve cette unité pour accomplir son autonomie stratégique. Par exemple, nous sommes en train de réduire notre dépendance à l'égard de certains pays fournisseurs de matières premières dont nous avons besoin pour assurer notre autonomie énergétique et industrielle, comme les terres rares. Et un accord a été trouvé entre les États membres et le Parlement européen là-dessus le 13 novembre dernier. Il faut progresser sur tous ces sujets-là, sans aller jusqu'à plaider pour une politique industrielle européenne qui serait trop française pour le coup. Nous avons quand même des objectifs communs. Nous devons mettre en place des outils communs.
Le faire en articulation étroite et si possible pas trop conflictuelle avec nos partenaires transatlantiques, je veux dire les États-Unis, ne pas les imiter, ne pas leur répliquer, mais avoir des outils à notre disposition pour faire aussi bien. Enfin, et je terminerai par là, à peu près, non, je veux dire deux choses encore. Sur le plan géopolitique, l'Europe doit apprendre le langage de la puissance. Alors, je l'utilise parce que sans doute je suis français, parce que c'est une expression que j'aime bien depuis longtemps, on pourrait en utiliser d'autres, hein. On pourrait parler d'Europe géopolitique sans s'arrêter là. Mais tout de même, constatons que nous vivons dans un monde qui est un monde aujourd'hui extrêmement clivé, avec un choc de puissance qui va durer pendant des décennies entre les États-Unis et la Chine. Et c'est vraiment loin d'être fini. C'est la toile de fond de notre géopolitique pour les 30 ans qui viennent, avec des dangers majeurs, à commencer par ce qui se passe dans la zone Indo-Pacifique et avec la Chine. La Russie est un pays paradoxal, parce que c'est un pays économiquement très faible. Le PIB de la Russie est celui de l'Espagne, 2 fois moins que celui de la France, ou de l'Italie, ou de la Grande-Bretagne. C'est donc un pas petit pays, mais c'est un pays pas très puissant sur le plan économique, surtout si on considère qu'il a quand même une surface énorme et 140 millions d'habitants. Mais sur le plan militaire, c'est une autre affaire. C'est-à-dire c'est la deuxième puissance nucléaire du monde après les États-Unis, des milliers d'ogives, et c'est un régime autoritaire, clairement agressif. Il est dangereux. Alors ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, en pratique, quand même, ce qu'on voit dans les enceintes internationales, il est très soumis à la Chine. Et en vérité, Poutine a une sorte de liberté surveillée. Il ne peut pas faire tout à fait ce qu'il veut. Hein. Les Chinois lui disent ça, tu peux faire, ça, tu ne peux pas faire, ils le retiennent. Bon. Mais quand même. Et dans cette affaire-là, il y a un autre bloc dans le monde, qui est l'Union européenne. Puissance économique, incontestable. Puissance commerciale, c'est la première ou la deuxième. Et qui doit devenir aussi une puissance géopolitique. Parce que si nous ne le faisons pas, à ce moment-là, nous sommes un certain nombre de nations moyennes ou petites livrées à la prédation des puissances. Voilà pourquoi nous devons apprendre à parler, je vais utiliser l'expression de Joseph Borrell, le haut représentant pour les politiques étrangères, le langage de la puissance. Nous avons publié ce qu'on appelle une boussole stratégique pour la sécurité et la défense de l'Union européenne, qui prend la mesure de l'affaiblissement de certains cadres multilatéraux, qui souligne, qui analyse la Russie comme une menace directe à long terme, rappelle que la Chine est à la fois un partenaire dans certains domaines de coopération, mais aussi un concurrent économique et un rival systémique pour les Européens. Il faut aller plus loin. Alors, c'est vers quoi? La défense. En matière de défense, l'Europe de la défense a connu un nouvel élan depuis 2016. Et aujourd'hui, on n'a plus cette opposition entre l'OTAN et l'Europe de la défense que nous avons connue, y compris d'ailleurs côté français, disons-le. Une convergence sur une forme de défense européenne avec davantage d'investissements en matière de défense qui soit, j'utilise l'expression du président de la République, je crois qu'il utilise un pilier européen au sein de l'OTAN. C'est bien, à la fois nous devons faire avec les Américains, mais il faut aussi être prêt à faire sans. Parce que j'évoquais ce contexte mondial. Qu'est-ce qui se passe le jour où Donald Trump redevient, par accident ou malheur, le président des États-Unis? À ce moment-là, vous avez un président de la République qui considère que Poutine est un génie, que l'OTAN est morte et que les Européens sont des ennemis. C'est quelques phrases que je lui emprunte. C'est un peu problématique. Donc, c'est-à-dire aussi qu'on doit à la fois faire avec, bon, si c'est un peu plus compliqué dans le système américain, et être prêt à faire par nous-mêmes. Et aller plus loin. Et c'est en ce sens-là qu'on a eu des adhésions de la Finlande et de la Suède, un référendum au Danemark pour adhérer à la politique européenne de défense qui doit se construire. Ça veut dire aussi qu'on doit modifier notre façon de fonctionner en la matière, avec de véritables discussions de priorité au Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, avec un renforcement de la diplomatie européenne. Je le dis comme ambassadrice. Nous avons un service diplomatique de l'Union européenne qui devrait quand même être réexaminé. Il doit être plus puissant, plus cohérent qu'il ne l'est aujourd'hui. Enfin, c'est bien transatlantique. Nous élaborons un grand nombre de politiques en étroite collaboration avec les États-Unis, mais la crainte de mesures non coopératives, de représailles, ou simplement de prise de bec économique et diplomatique, toujours présente dans la tête de chaque diplomate européen. La présidence de Donald Trump, là je parle indépendamment de mes sympathies politiques, a été un creux historique dans les relations entre l'Europe et les États-Unis. Celle de Joe Biden n'est pas étrangère à certaines difficultés, mais elle retrouve clairement des accents que d'ailleurs la présidence Obama n'avait pas, qui était tournée vers l'Asie, le pivot asiatique, comme on disait à l'époque.
Joe Biden est un vieux routier de la politique, il connaît bien l'Europe, et puis il y a des chantiers européens, à commencer par l'Ukraine. Donc ils sont un peu retournés vers nous. Son secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui est un ami de très longue date, et aussi un francophone qui a été fait en France, qui connaît admirablement l'Europe, qui était mon homologue quand j'étais ministre des Affaires européennes au State Department. Bref, tout ce qu'il faut faire, c'est construire une culture stratégique européenne commune. C'est, je m'en doute, plus facile à dire qu'à faire. Je pense néanmoins que c'est un jeu qui vaut la chandelle et qu'on doit voir. Dernière chose, et je m'arrête là. Le grand enjeu pour nous, me semble-t-il, et transversal de tout ça, c'est de rester un bloc démocratique qui protège ses valeurs. Et là, on est dans l'abordage, ou l'approche des élections européennes de 2024. Les politiques populistes se sont largement introduites dans le processus de prise de décision et le fonctionnement de l'Union européenne. J'étais ministre des Affaires européennes quand, en 2001, s'est produite la première arrivée au pouvoir d'un parti d'extrême droite, xénophobe, dans une coalition. C'était en Autriche. C'était le parti de Jörg Haider, ouvertement nostalgique du Troisième Reich, fondé par les néo-nazis. Et à ce moment-là, nous aurions pris des sanctions. Aujourd'hui, cette situation est devenue assez fréquente, et évidemment, il n'y a plus de sanctions. Les partis ouvertement xénophobes et hostiles à l'Union européenne participent à de nombreux gouvernements. C'est le cas au nord de l'Europe, c'est le cas en Finlande, c'est le cas en Suède maintenant, c'est le cas à l'est de l'Europe, avec la Hongrie. Monsieur Fico, qui revient en Slovaquie, n'est pas extrêmement prometteur. En Italie, il y a un parti d'extrême droite qui en lui n'est ni anti-européen ni anti-atlantiste, enfin qui est quand même xénophobe. Et tout ça pèse sur l'agenda, comme le montre la préoccupation constante des sommets de l'Union européenne pour l'immigration, dans un moment où le nombre d'arrivées a chuté de façon très forte d'immigrés en Europe. Et tout ça veut dire aussi qu'ils ont un pouvoir de blocage des décisions du Conseil des ministres, et ils pourraient d'ailleurs bloquer à un moment donné le Parlement européen, parce que la désignation d'une nouvelle commission pour le prochain Parlement européen n'est pas chose évidente si la percée, par exemple, qui s'est enregistrée aux Pays-Bas se traduisait entre 150 et 200 députés d'extrême droite au Parlement, 300 maximum pour les deux grandes formations traditionnelles que sont les conservateurs ex-chrétiens démocrates et les sociaux-démocrates. Pour arriver à désigner une commission, il faut à peu près 400 voix, c'est loin du compte. Donc, d'ailleurs, les partis de droite traditionnels, reconnaissons-le, sont assez souvent associés aux partis d'extrême droite dans ces coalitions. Donc, ils peuvent avoir aussi un double jeu. Un jeu institutionnel, on désigne la commission, on la fait fonctionner, un jeu politique, on vote comme on veut, à la carte, avec les uns ou avec les autres. Et dans ce climat, c'est vrai que les forces politiques traditionnelles peinent à présenter des alternatives crédibles. Constatons qu'un peu partout, prenez des élections récentes, l'Argentine, les Pays-Bas, on assiste à une sorte de substitution. C'est l'extrême droite qui devient la première force et les droites traditionnelles qui, pour se sauver, arrivent comme des partenaires. Là où on a pensé longtemps que ce serait l'inverse. Et donc tout ça change un peu les choses. Il faut sans doute changer aussi de rhétorique, il faut changer d'approche. Enfin, ça, c'est plus mon métier. Toujours est-il que les élections européennes seront un véritable test de performance des partis eurosceptiques, avec des résultats contrastés. Ils ont perdu en Pologne, enfin, ils sont comme encore la première force, mais ils ont gagné de manière écrasante aux Pays-Bas. En Slovaquie, c'est un parti pro-russe qui a gagné. En France, le Rassemblement national est aujourd'hui la première force politique. On verra ce qu'il en sera lors des élections européennes. Je pense, mais c'est une conviction que je me permets d'exprimer ici, que si on souhaite une Europe forte, il faut que les prochaines élections voient. C'est pas pour le coup une prise de position partisane, parce que c'est une prise de position essentielle, la victoire de partis pro-européens. C'est-à-dire convaincus de la nécessité de communiquer sur les bienfaits de l'Europe, de ses valeurs, de pousser dans ce sens-là. Voilà, vous avez compris que l'avenir de l'Union européenne est un sujet aussi fascinant que vertigineux, que nous sommes devant des défis sans doute inédits, mais c'est un facteur commun. L'Europe, c'est un projet de rapprochement unique, qui est loin d'être un acquis, c'est un combat de tous les jours. Je ne suis pas personnellement un eurobéat, j'ai trop fait d'affaires européennes pour ne pas connaître les limites, les défauts de l'Europe. Je ne me lève pas le matin, comme disait le général de Gaulle, pour chanter en Volapük
triomphe de l'Union européenne. Je suis profondément européen. Et je dois citer Jean Monnet, j'étais quelques minutes au centre Jean Monnet, magnifique, de l'Université de Lausanne, éditer ses archives, qui, dans ses mémoires, nous disait que l'Europe se fera dans les crises et qu'elle sera la somme des réponses apportées à ces crises. Alors, constatons que dans les crises récentes, ce fut le cas. Je pense qu'il faut aller au-delà de cette phrase de Jean Monnet et passer à une phase de construction plus positive. Ne pas attendre uniquement des réponses aux crises, la construction européenne. Voilà, maintenant je suis à votre disposition pour échanger avec vous tant que ma voix tient à peu près. Merci. Merci beaucoup. Je pense que vous avez peint un tableau vraiment très complet de l'état actuel de l'intégration européenne. Ce n'est pas que rose, ce tableau. Il y a beaucoup de défis. C'est pas que noir non plus. Hein. C'est pas que noir non plus, justement. Il y a quelques débuts de solutions, mais j'aimais bien cette idée. Il faut peut-être aller au-delà de la gestion de crise, aussi dans la perception des citoyens et des citoyennes. Je vais ouvrir la salle pour les questions. Merci si vous pouvez vous identifier rapidement, nous dire votre nom et un peu, est-ce que vous êtes étudiant, est-ce que vous venez d'un autre contexte. Et on va voir en fonction du nombre de personnes qui veulent intervenir, est-ce qu'on va grouper les questions ou les prendre une par une. Donc je vois déjà une première intervention. D'accord, on va peut-être commencer avec vous, monsieur. Oui, vous n'êtes pas étudiant? Non, je ne suis pas étudiant, mais je suis un éternel étudiant. Europe de la puissance, oui. Quand je vous ai entendu en 1998, lors du 350e anniversaire du traité de Westphalie, au Théâtre de la Monnaie, au Palais de la Monnaie, j'ai beaucoup apprécié votre discours à l'époque, et je jouais Europe de Richelieu. Ça m'amène à penser que Richelieu, moi, m'a fait aimer l'Europe. Puisque la pièce Europe de Richelieu, c'est une dame courtisée par tous les princes, et pour qu'elle ait de la puissance, elle veut l'amour. Et j'en viens à me dire que dans le populisme que je vois en France, lors de mes tournées, je vois qu'on n'aime pas assez, ou pas du tout, et pour que la puissance de l'Europe soit plus grande, il faudrait aussi que nous puissions faire aimer davantage l'Europe. Il me semble qu'il y a là aussi un mandat des responsables européens de faire aimer l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais plus une deuxième main par là, oui. Moi, je suis étudiant. Et puis, je me demandais justement par rapport à une possible élection de Trump, est-ce que si on imagine que les États-Unis baisseraient fortement, voire arrêteraient leur aide à l'Ukraine, est-ce que l'Europe serait capable d'augmenter son soutien à l'Ukraine pour prendre la part, entre guillemets, des États-Unis? Et est-ce que si c'est pas le cas, que l'Europe n'arrive pas et que ça crée des négociations ou autre, est-ce que du coup l'Europe ne perdrait pas justement cette crédibilité à parler le langage de la puissance, comme vous avez dit? Il y aurait une troisième question. On va prendre 4, poser ça 4. C'est en lien justement avec la question de monsieur faire aimer l'Europe. Personnellement, j'aime pas trop l'Europe des institutions comme elle est aujourd'hui. Pour la Suisse, on n'a pas trop envie d'aller vers une libre circulation des personnes qui causerait un dumping salarial. Par contre, une Europe des projets, c'est quelque chose qui plairait à la Suisse, à laquelle on pourrait facilement s'associer sur les thèmes de l'énergie, sur les thèmes peut-être de l'immigration, etc. Quels sont les projets où la Suisse peut rêver avec l'Europe? C'est encore une question. Si vous avez une question féminine, parce que c'est. Je ne veux pas vous obliger. Hein. Excusez-moi, oui, alors. Je ne veux pas vous satisfaire votre demande, mais je suis un professeur émérite, ancien directeur d'un département de l'UNESCO, et j'ai deux questions de non-économistes à vous poser, simplement en quelque sorte de compréhension. La première chose, c'est que
du temps quand vous étiez en charge politique des questions financières de la France et de l'Europe, il fallait beaucoup surveiller les éventuels déficits budgétaires, si j'ai bien compris, des différents pays. Où cela en est-il avec cette surveillance aujourd'hui? Vous avez fait allusion, je crois, à ça, mais il se cache derrière ma question, en fait, l'autre question. Comment est-ce qu'on peut supporter le vide qui se crée un peu aujourd'hui du point de vue financier aussi, quand à l'époque il fallait tellement surveiller que ça n'existe pas? Est-ce que je m'explique? Tout à fait. Et puis la deuxième question, vous me la pardonnerez, j'espère, c'est par rapport à la France. Vous êtes là évidemment très au clair aussi. La France a beaucoup de peine à payer les retraités ou les futures retraites. Comment est-ce qu'elle peut concilier cette situation un peu, dirais-je, malheureuse avec son soutien à l'Ukraine, où il s'agit de donner des armes et d'autres aides, évidemment. Mais comment est-ce qu'on peut faire passer ce message aux Français en particulier? C'est seulement un cas de test, ça vaut aussi pour les autres pays, un peu peut-être de la même façon, mais vous pouvez parler de l'intérieur. Merci beaucoup. Bien, je réponds déjà à cette question-là. Aimer l'Europe. J'étais tout à l'heure à ce centre Jean Monnet et je voyais toute une collection d'affiches qu'ils avaient reçues, dont certaines dataient des années 50, mais selon l'histoire de la construction européenne, je me disais que c'était quand même partie des trucs qu'on ne savait plus faire. On avait des campagnes d'affiches magnifiques, avec des slogans percutants, avec une volonté d'avancer. Les partisans de l'Europe sont sans voix. Pas comme moi, parce qu'ils ont une petite angine qui commence. Ça va encore. Je ne sais pas si ça sera demain, mais pour aujourd'hui, ça suffit. Ils sont sans voix. Et c'est vrai que le discours pro-européen est très souvent un discours neutre, technique, un discours de « ce serait pire si on n'avait pas », faites attention, non, non, non. Alors que le discours enthousiaste et militant est vraiment extrêmement faible. Et ça, je pense que c'est aussi une question de leadership, pour ceux qui sont en haut. Je vois, je le dis de manière neutre, je suis en position maintenant retirée des affaires politiques, je vois peu de leaders qui sont entraînants, emballants, emballés au sein du Conseil européen. Tout est affaire d'intérêts nationaux, pesés au trébuchet, de discussions très concrètes, poursuivies jusqu'au petit matin. Et c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on va rendre aux nouvelles générations le sens de l'Europe. Au fond, on vit une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que les Européens, sans être plus convaincus qu'avant, sans être plus enthousiastes qu'avant, sont vraiment très conscients qu'il n'y a pas de sujet dont la réponse ne soit pas européenne. Il n'y a pas de réponse économique sans l'Europe, il n'y a pas de réponse sociale sans l'Europe, il n'y a pas de réponse environnementale sans l'Europe, il n'y a pas de réponse géopolitique sans l'Europe. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas faire ça. Comment est-ce qu'on fait avec? Et là, on a besoin de retrouver des penseurs, des mouvements, des politiques qui continuent d'avoir cette volonté européenne. Dire cela, c'est pas vous donner la réponse précise à votre question, mais c'est vrai que je constate cette prise de conscience croissante de la nécessité de l'Europe et plutôt une chute de l'intensité du militantisme et au sens noble du terme pro-européen. Sur Trump, d'abord, nous n'avons pas trop de politique fiction, il n'a pas encore gagné l'élection présidentielle, je reste persuadé que c'est encore évitable. C'est possible, ça n'est pas encore probable, beaucoup d'événements peuvent survenir, on verra d'abord quel sera l'impact de ces condamnations qui le menacent dans le courant de cette année. Il ne faudrait pas que le conflit se congèle complètement maintenant. Il reste encore un an de toute façon, il faut avancer. Ensuite, pour les Européens, ce serait un test de crédibilité, à un moment où leurs propres opinions seront elles aussi sans doute fatiguées, et où peut-être les élections européennes vont montrer un mouvement de cette nature, disons-le. Je continue de penser que nous ne pouvons pas, que nous ne devons pas, que nous n'abandonnons pas l'Ukraine, ne serait-ce que pour une raison pragmatique, ce serait de nous abandonner nous-mêmes.
C'est-à-dire que nous trouverions, nous, en première ligne. Accepter que Poutine l'emporte en Ukraine, c'est accepter que les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie, tous les pays qui sont en première ligne, deviennent à ce moment-là des proies à leur tour. Et donc, l'intérêt bien compris obligera à faire quelque chose. Mais ça devient très coûteux à force. Bon, alors, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que, comme je l'ai dit, la diplomatie, à un moment donné, c'est négocier avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Donc ça finira par arriver. Mais il faut que ça arrive au bon moment, dans une situation de force qui soit suffisante. En tout cas, nous devons prendre nos responsabilités. Pour ce qui est de l'Europe des institutions et l'Europe de la libre circulation, j'entends bien ça, mais l'Europe s'est construite au départ comme étant un espace de libre-échange. C'est un marché. Dans ma jeunesse, on ne parlait pas de l'Union européenne. L'Union européenne est née en 1992 avec le traité de Maastricht. Et on parlait du marché commun. Et ensuite, on a parlé de l'acte unique européen, du marché intérieur européen, de ces 4 libertés, de circulation des biens, des personnes, des marchandises, des capitaux. Et c'est d'ailleurs aussi la nature des accords que nous avons passés avec la Suisse. Je suis très attaché à ces accords avec la Suisse. J'ai été, je l'ai dit, le négociateur français des premières bilatérales à la fin des années 90. J'ai assisté de manière un peu navrée, je dois le dire, au début d'échec de la discussion de l'accord cadre quand j'étais à la Commission européenne. Je suis plutôt content de voir un changement de climat qui s'amorce, qu'une pré-négociation commence, et j'espère que cette fois-ci il ira au bout, parce que je suis persuadé que nous avons besoin de cet accord commun. Alors, je n'opposerai pas les personnes, les institutions, l'économie. C'est un tout. Nous vivons nous-mêmes là-dedans. Nous ne sommes pas différents des Suisses. Simplement, à un moment donné, nous mettons en commun un certain nombre de souverainetés. Je pense, enfin, que c'est l'intérêt vital de la Suisse que d'avoir des accords avec l'Union européenne. Parce qu'au final, 2 choses. 1, je ne vois pas de pays qui, culturellement, historiquement, géographiquement, linguistiquement, soit plus européen que la Suisse. Pour le coup, voilà un pays qui n'a de frontières qu'avec des pays de l'Union européenne. Et pas de débouchés maritimes. C'est pas évident. Quelques lacs, c'est pas tout à fait ça. Et toute notre histoire est là, y compris une histoire de pluralisme linguistique formidable qui crée ce pays. La deuxième chose, c'est que je suis persuadé, pardon d'être un peu brutal, c'est que la Suisse a plus à perdre que l'Union européenne au non-accord. À un moment donné, c'est bien très compliqué. Si les choses s'interrompent, s'il y a un certain nombre de programmes, je pense que pour Horizon, ne sont pas des programmes qui touchent la Suisse. Et donc j'espère que nous serons trouvés, et c'est un mot que nous utilisons beaucoup en Europe, un compromis. La perfection n'est pas de ce monde. Et donc il faudra faire un compromis entre les intérêts de la Suisse et les intérêts de l'Union européenne, entre les 2 approches que vous évoquez au final. Et c'est ce à quoi doivent travailler maintenant les négociateurs. Sur les déficits, oui, il y a un système de surveillance qui a été mis en place par le traité de Maastricht, puis qui a été revu au début des années 2010 pendant la crise financière, avec ce qu'on appelle le 2-pack et le 6-pack, qui donne des pouvoirs très renforcés à la Commission européenne pour faire respecter les critères. Alors, ils sont extrêmement complexes, je ne vais pas développer ça ici, je connais ça par cœur, mais, et ils ont été suspendus en 2020 pendant la crise parce que c'était impossible de les faire respecter. Nous sommes à l'approche de 2024, on va rétablir ces critères début 2024. Question, est-ce qu'on le fait avec les anciennes règles ou des nouvelles? Je suis ardemment partisan de nouvelles, parce que les anciennes sont trop compliquées, parce qu'elles sont on va dire assez illisibles, parce qu'elles sont ce qu'on appelle les économies pro-cycliques, c'est-à-dire que quand ça va mal, ça va plus mal. C'est pas bon. Il vaut mieux quand même que ce soit anticyclique ou contracyclique. C'est toujours ainsi que ça doit fonctionner, c'est-à-dire faire des économies quand on est en haut de cycle, et puis être capable de faire de l'expansionnisme quand on est en bas de cycle, alors qu'en réalité, dans les règles telles qu'elles sont, c'est un peu l'inverse, ce qui est quand même pas une bonne chose. Je souhaite que ce sera le cas. Je pense que nous arriverons à les finaliser dans quelques jours d'ailleurs au Conseil Eurogroupe Ecofin. En décembre, je prévois, vous me tirez les oreilles de loin si je me trompe, une longue nuit de négociation et un accord, forcément Michel Michou, un compromis, au petit matin. Quant à la France, elle paye quand même ses retraites et ses retraités. Quelques petites discussions sur la réforme des retraites. Et elle paye aussi son deuxième retraite. Vous savez, ça
c'est un pays quand on aime bien comme moi, on châtie bien. Mon rôle, après tout, c'est d'être le watchdog budgétaire du gouvernement, hein, Madame l'ambassadrice. Je le fais en tant que président de la Cour des comptes, en tant que président d'une autre institution qui s'appelle le Haut Conseil des finances publiques, et je dis ce que j'ai à dire. Je trouve que nos finances publiques pourraient être en meilleur état, un déficit plus bas, notre dette beaucoup plus basse. Non pas pour des raisons d'austérité ou d'insoutenabilité. La France paye très bien sa dette. C'est un pays où les impôts rentrent très bien. Nous avons un très bon système fiscal et des citoyens qui sont de bons contribuables. Mais, voilà, si vous êtes trop endetté, vous avez un autre problème. Si vous avez un mur d'investissement à financer pour le numérique, pour l'écologie, pour l'hôpital, puis en face vous avez une montagne de dettes, vous n'y arrivez pas. Donc, si vous avez trop de services annuels de la dette, vous ne pouvez pas financer vos investissements. Donc si on veut financer des investissements pour les générations futures, il faut réduire la dette. C'est pour ça que je plaide pour que nous soyons un peu plus vissés sur nos finances publiques sans être pour autant austères. Vous savez, quand un pays a 56% de dépenses publiques dans le PIB, comment dire, si on n'est pas capable de dégager quelques milliards d'euros d'économie là-dessus, c'est qu'il y a un très net problème. Il y a un très net problème. C'est pas notre culture, mais on peut s'y mettre. Alors ça, nous ne nous caricaturons pas. Hein. C'est comme un grand pays, qui reste encore la 6e ou 7e puissance économique dans le monde, qui a un statut géopolitique enviable, des paysages qui le disent plutôt vôtres, et puis de belles entreprises, un beau dynamisme, où il faut pas mal vivre. Donc il y a de la ressource. Donc je ne vais pas pleurer sur la France, je vais au contraire lui dire, puisque tu es grande, travail. Et paye tes dettes. Voilà. Très bien. Alors, on va prendre d'autres questions. Bonsoir, je suis étudiante et vous avez parlé de l'unité européenne et l'importance de renforcer cette unité européenne. Et ma question, c'est pour que l'Union européenne reste une global player face à la Chine, face à la Russie, face aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de renforcer les aspects démocratiques des institutions européennes, compte tenu des difficultés de trouver un accord dans une Europe qui est assez partagée, et par exemple concrètement renforcer les aspects démocratiques du Parlement? Ça veut dire que le Parlement aura le droit de faire des lois sans avoir la proposition de la Commission, par exemple. Et d'autres questions? Si je ne suis pas étudiant, je suis un ancien étudiant. Enfin, je m'intéresse beaucoup à ces questions. Et monsieur le ministre, j'avais plaisir à vous entendre à Delémont, ça fait quelques années. Oula Je ne sais pas auquel c'était avec Maurice Lohenberg. Avec Maurice Lohenberg. En 1999. Je dis ça parce que je l'ai retrouvé dans la voiture. Je ne me souvenais pas. Il était venu dans ma circonscription. Après, on avait... La question que j'aimerais vous poser, c'est un petit peu dans le prolongement de la question de Madame à côté, mais un peu plus sur l'institution. Quand on parle de renforcement des institutions européennes, on tombe un peu toujours sur est-ce qu'il faudrait renforcer les institutions fédéralistes ou bien l'intergouvernemental. Alors, je sais que la France est traditionnellement quand même toujours le moteur, c'est le pays qui fait bouger ses institutions. Puis en même temps, il me semble que la France est quand même, au final, plutôt partisane de l'intergouvernemental. En tout cas, on sent quand même cette tendance-là. Et si je me place du point de vue suisse, la Suisse reproche parfois à l'Union européenne d'être peut-être trop... En Suisse, on dit trop peu fédéraliste, mais c'est trop fédéraliste au sens suisse du terme. Comment est-ce que vous vous situez, vous, qui avez cette énorme expérience-là, entre plus de fédéralisme et plus d'intergouvernemental pour la suite? Bonsoir, je suis étudiante à l'Université internationale ici. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous pensez que l'Union européenne a la capacité d'intégrer des nouveaux membres? Parce que si on pense à la Moldavie ou à l'Ukraine, il y a toujours beaucoup de corruption, par exemple. Donc ça, c'est une des questions. Et la deuxième question, parce que vous avez parlé de l'ONU, des Nations Unies.
est-ce qu'il y a une coopération entre l'Union européenne et les Nations Unies en ce qui concerne par exemple la migration? Parce que l'Union européenne a l'UDIF par exemple, et les Nations Unies et l'OIM. Je ne sais pas s'il y a, parce que je ne suis pas sûre s'il y a une coopération entre l'Union européenne et l'ONU. Ça fait 4 questions, même si ce n'était pas 4 personnes qui ont posé la Alors, question. puis s'il y a une quatrième personne, c'est pas 5. Je vais y répondre. Alors, dans tout ça, il y a quand même la question démocratique qui est présente. C'est vrai que ça fait assez longtemps que je pratique les institutions européennes, puisque je suis devenu député européen il y a maintenant presque 30 ans. C'était mon premier mandat, j'étais jeune député européen en 1994, où j'ai passé 6 ans, puis 7 ans au Conseil, 5 ans à la Commission. Et avec le temps, c'est vrai que ma conception s'est affinée au fur et à mesure que ma connaissance intime des institutions grandissait. Jeune homme, j'étais ce qu'on appelle un fédéraliste. Je pensais l'idée d'une intégration qui irait jusqu'à un jour avoir une sorte d'État, même si bien sûr nous respectons nos nations, mais j'étais président du mouvement européen, le mouvement fédéraliste français 2005 à 2007. Et je continue d'avoir vous parliez d'aimer cette aspiration, les grands auteurs, les États-Unis d'Europe, de Victor Hugo. On pourrait rêver toujours de ça, mais si un jour il y a des États-Unis d'Europe, ils se feront sur un modèle qui sera, comme la Suisse, comme les États-Unis, en réalité confédéral. Parce que c'est des fédérations qui sont des confédérations au sens où le centre ne touche pas les différentes composantes de la fédération. Et il faudra toujours, de toute façon, aller vers ce que Jacques Delors appelle une fédération d'États-nations. Donc, je n'ai pas tendance à opposer les institutions fédérales et les institutions intergouvernementales. Ce serait vain de toute façon. Je pense que si on veut que ça marche, il faut rehausser l'ensemble. C'est-à-dire faire en sorte que chaque institution fonctionne mieux et que toutes les institutions ensemble fonctionnent mieux. Je vais m'expliquer. Il y a des institutions, je l'ai dit, qui sont plutôt d'essence communautaire ou fédéraliste. D'ailleurs, il ne faut pas opposer le Parlement européen et la Commission, parce qu'en réalité, dans la pratique, ce sont des institutions complices. Le Parlement européen investit la Commission dépend du Parlement européen, et en général, la Commission, je l'ai vu moi-même, joue avec le Parlement européen. Je l'ai vu quand j'étais parlementaire européen. Un parlementaire européen a une très grosse influence sur la Commission, beaucoup moins sur le Conseil. Et la Commission européenne s'appuie sur le Parlement européen, y compris face au Conseil. Et donc nous avons besoin d'avoir un Parlement européen qui soit plus fort. Il l'est. Quand je suis arrivé au Parlement européen en 1994, c'était un sympathique forum entouré de lobbies. Les parlementaires parlaient. Il y a des échanges passionnants, il y a des gens formidables, de toutes sortes. Mon voisin de bureau était Danny Cohn-Bendit. On parlait de football autant que d'Europe, quelques autres. Voilà, qui furent ensuite des présidents, des rois. Enfin, c'était incroyable. Des aristocrates autrichiens. Il y avait vraiment de tout. Enfin, c'était sympathique, mais on ne votait pas beaucoup de lois. Quand j'y suis revenu en 2004, c'était devenu un co-législateur. Parce qu'on avait développé considérablement les sujets, c'est ça la clé, qui sont passés au vote à la majorité qualifiée, autrement dit, qui ne sont plus des sujets sur lesquels on décide au Conseil des ministres à l'unanimité, mais qui sont votés aux majorités qualifiées et ensuite co-décidés avec le Parlement européen. C'est ça qu'on appelle la méthode communautaire. Ça peut continuer à croître encore. Comment ? Ça, je pense que le grand verrou démocratique aujourd'hui, c'est justement l'unanimité. C'est la décision à l'unanimité qui fait consensus et qui bloque certaines décisions en matière de politique étrangère ou en matière fiscale. J'ai fait voter 20 directives quand j'étais commissaire en charge de la fiscalité. Oui, mais c'était toutes des directives de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Quand j'ai voulu attaquer des sujets un peu plus structurels comme la fiscalité de l'énergie, oh là là, bon non, c'est pas possible. Ou la fiscalité commune des entreprises, impossible également. Donc, il faut, si on veut faire des avancées fiscales supplémentaires positives, dans le sens d'une fiscalité commune, lever le verrou de l'unanimité. Je crois, Madame l'ambassadrice, que c'est un sujet dont le président de la République française a beaucoup parlé dans son dialogue avec Alain Berset, à l'université de Lausanne, une des parfaite. Donc, voilà, ça, c'est la clé. Commission,
Alors la Commission, poser la Commission par le Parlement, ils vont toujours fonctionner ensemble. La Commission, c'est une institution merveilleuse dans laquelle j'étais extrêmement heureux, qui a toutes les caractéristiques d'un gouvernement sauf une, pas la moindre. Autrement dit, elle a le monopole de l'initiative législative, elle le gardera. On peut à la limite aller vers un droit d'initiative parlementaire qu'il faudra quand même encadrer à mon sens. Et elle a le monopole de l'exécution budgétaire, l'exécution législative. Mais il lui manque la décision, c'est toujours le cas. Nous proposons, il décide, nous exécutons. Il, c'est les autres. C'est le Conseil européen. Et là encore, le principal verrou pour moi demeure un double. C'est d'abord ce vote à la majorité qualifiée qui va s'étendre, et c'est ensuite des questions de représentation. Je parlais de représentation de la zone euro, de représentation extérieure. Alors là, franchement, comment dire, Jean-Claude Juncker faisait une proposition qui était de fusionner les postes de président de la Commission et de président du Conseil européen. Je ne la prendrai pas à mon compte, mais on voit quand même, dans une période comme celle-ci, des très grands désordres. Enfin, la relation entre M. Michel et Mme von der Leyen n'est pas bonne. Ça se voit. Ils se battent pour la prééminence démocratique, ils prennent des rendez-vous séparés quand ils vont à Washington. Alors avant, Henry Kissinger disait quel est le numéro de téléphone de l'Europe, il a profité pour ne recevoir personne. Maintenant on reçoit tout le monde, c'est un progrès. Mais il n'y a toujours pas une personne qui représente sur la scène mondiale l'Union européenne. Et je pense que si on fait comme ça, en fait, sans changer l'équilibre entre fédéralisme et intergouvernementalisme, on renforce petit à petit l'idée de fédération d'États-nations et on porte le système vers le haut. Alors quand même, il y a une chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est sur l'échec, qui fut l'échec du traité constitutionnel européen en 2005, dont j'étais un des auteurs, puisque j'appartenais à la Convention sur l'avenir de l'Europe, qui était présidée par Valéry Giscard d'Estaing. Cette construction avait un mérite, elle ne créait pas un super-État, mais elle donnait une colonne vertébrale juridique, y compris en termes de droit à l'Union européenne. Ça a été petit à petit intégré dans le traité de Lisbonne qui a suivi. Est-ce qu'un jour il faudra reprendre ça, créer une nouvelle convention sur l'avenir de l'Europe? J'avoue qu'à titre personnel, je n'y suis pas hostile. Mais pour ça, il faut faire rêver l'Europe avant. Donc il y a tout un travail démocratique, politique, au sens noble du terme, qui doit être repris et qui aujourd'hui n'est pas du tout entrepris. Sur les nouveaux membres. Je pense que l'élargissement est inévitable. Et je pensais la même chose dans les années 90. Il ne faut pas penser que c'était plus simple en 1990, au début. Beaucoup de gens se disaient que l'Europe à 27, ça ne fonctionnerait pas, ou à 28 à l'époque, puisqu'il y avait le UK. Moi, j'ai tout de suite été persuadé de ça. D'abord, pour des raisons quasi personnelles. Mon père était né en Roumanie, ma mère venait de Pologne. Quand j'étais à Varsovie, ou à Bucarest, ou à Ljubljana, on est en Europe. Bon, nous avons été séparés par la guerre froide. Nous avions un devoir politique et moral d'intégrer les pays de l'Est de l'Europe. Est-ce que nous l'avons bien fait? Pas complètement. Et des deux côtés d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu de construction d'une identité européenne dans ces pays, et nous-mêmes, nous avons eu une volonté d'intégration très forte. Au fond, il y a eu un malentendu qui s'est créé, parce qu'ils ont peut-être eu l'impression, la sensation qu'il fallait récupérer leur identité nationale, et nous avons voulu trop vite les intégrer dans un ensemble supranational. Et à côté de ça, ils n'ont pas non plus fait leur idée européenne. Quand j'allais en Hongrie ou en Pologne dans les années 90, je voyais des élites européennes qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui avec Orban, qui était ici il y a quelques jours. Il était déjà très antipathique, il était déjà Premier ministre en 1988, il n'était pas encore facho, mais on sentait quand même Napoléon poindre sous Bonaparte. Napoléon, ni de Bonaparte, mais je dirais ça simplement de Orban. Ça suffit. Alors là, c'est à la fois, c'est la même chose et c'est plus compliqué, parce que le Corée est un pays très grand, parce que le niveau économique est encore plus faible. Et nous ne devons pas pour autant reprendre la même erreur, c'est-à-dire de les faire attendre pendant 10 à 15 ans. Parce qu'au bout d'un moment, quand on arrive, on est déjà déçu. J'ai un couple qui se fréquente pendant 15 ans sans se toucher. Donc à un moment donné, il faut passer à l'acte, et un peu plus vite. Pardon, j'arrête cette métaphore, pour être mal considéré. Il y a quand même un peu de ça. C'est des prémices qui sont trop longues. Et donc, il faut trouver une formule qui soit un peu un fast-track, ce qui veut dire qu'en réalité, c'est l'Union elle-même qui doit changer de nature. Autrement dit, l'Union de demain, elle sera essentiellement géopolitique. Et à l'intérieur, il faudra qu'il y ait un noyau économique. C'est pour ça que j'évoquais la zone euro. C'est ma thèse. Il peut y en avoir d'autres.
La thèse du gouvernement français, par exemple, c'est de privilégier cette communauté politique européenne. Comme je suis à l'étranger, je ne dirai rien, Madame l'ambassadrice, mais nous avons déjà connu des échecs de cette nature par le passé, et les mêmes causes produiraient peut-être les mêmes effets à un moment donné. C'est-à-dire que ça ne peut pas être à substituer l'élargissement, en tout cas. C'est autre chose. C'est très compliqué. Alors, on peut le faire, on doit le faire. Question, est-ce qu'on a la capacité d'absorption? Ça, c'est pas sûr. Et là, ça rencontre la question démocratique. Mais si on ne le fait pas, on se met dans un système conflictuel qui est encore plus coûteux. Voilà, il faut quand même dire que les coûts de la non-adhésion seront plus élevés que les problèmes causés par l'adhésion. La dernière question, c'était sur... C'était sur... Non, non. Je pense que c'était vous avez deux questions. Oui, c'était sur la coopération entre l'Union européenne et les Nations Unies. Ah oui. Sur la migration, par exemple, parce que ça, c'est... D'abord, constatons deux choses. Un, qu'il n'y a pas une politique migratoire européenne solide. Nous la cherchons. Les accords de Dublin sont dysfonctionnels. On discute au Conseil depuis des années d'une politique migratoire qui soit à la fois, comme on dit, ferme et humaine. Selon les périodes, elle est plus ferme et plus humaine. En ce moment, c'est plutôt plus ferme et plus humaine. On va dans ce sens-là. Il y a cette pression psychologique et politique. Le paradoxe est là. Je ne dis pas ça parce que je ne suis pas moi-même un béni-oui-oui de l'immigration. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, il y en a. Au moins autant de problèmes d'intégration que de problèmes d'immigration. Mais j'étais à Londres il y a 3 semaines, et je parlais, je crois que nos diplomates là-bas, notre homologue, madame, qui constatait que ce gros problème qui est en train de miner le Parti conservateur, c'était quelques 40 000 personnes 40 000 personnes pour 70 millions de Britanniques. Est-ce que c'est un problème massif? Non. Quantitativement, non. C'est un problème psychologiquement et politiquement qui devient envahissant. Mais nous ne sommes pas capables de le traiter déjà par nous-mêmes. Alors, quant à l'ONU, il y a sans doute des relations entre l'Union européenne et les organismes des Nations Unies. Il y en a évidemment, notamment sur l'immigration. Mais l'ONU, pour le coup, est un système où vous avez une institution, le secrétaire général, et vous avez ensuite une assemblée générale qui est composée des États. Et là, il n'y a pas d'Union européenne. Il y a quelques mécanismes de coordination. Mais Monsieur le Président, je ne vais pas vous laisser dire. l'Union européenne n'y est pas représentée déjà. De plus en plus quand même. Non, il y a une représentation. Oui, mais dans l'enceinte des Nations Unies, vous n'avez pas d'État qui s'appelle l'Union européenne. L'Union européenne, elle est présente. C'est d'ailleurs une réflexion intéressante. Si je regarde les institutions supranationales, au G20, vous avez un siège, même 2 sièges pour l'Union européenne. Plus la Banque centrale européenne dans les réunions de mise des finances. Au G7, pareil, vous avez 2 sièges pour l'Union européenne, plus 4 sièges de pays européens. Il n'y a rien de tel qui existe aux Nations Unies, c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas d'observateurs. Ne pèse pas dans le système qui est quand même encore un système largement gouvernemental. Donc si vous ajoutez, je simplifie sans doute, et quand même, si vous ajoutez une absence de politique commune, ou une politique commune insuffisamment définie, plus la présence des États, et alors là, nous en savons quelque chose, puisque nous avons 2 pays européens, car la Grande-Bretagne est aussi un pays européen, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, et l'Union européenne, qui est observateur un peu à l'extérieur, donc ça ne facilite pas notre... Des financements. Il y a des financements, mais nous sommes des gros financeurs de tout. Entre le financement et la politique, il y a quand même, une grosse différence. Donc, c'est pas, nous sommes été au sein des Nations Unies que nous sommes les plus puissants sur la question. Donc on aura peut-être encore le temps pour une petite dernière question. C'est quelqu'un qui tient particulièrement. Oui. Je ne sais pas si ce sera la même chose, mais juste vous parler de l'idée que l'Union va grandir. Je suis aussi relativement persuadé. N'y a-t-il pas un risque aussi que certains sortent, comment ça s'est vu avec le Brexit, dans le sens que c'est un spectre qui existe quand même. En France notamment, il y a pour la première fois depuis la Ve République, l'extrême droite a une chance potentielle existante, on va dire, de passer. On voit des renouveaux d'extrême droite, mais ensuite, en parenthèse, on le voit un peu partout pour d'autres raisons, des partis qui se disent anti-système, qui sont souvent d'ailleurs majoritaires dans le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est positif maintenant? Non, je vois cette vague libérale, populiste, d'extrême droite, et je dois dire que compte tenu à la fois de mon background politique et de ma conviction européenne, c'est pas quelque chose qui m'enchante.
Je ne sais pas où ça va, même si j'ai la conviction que c'est comme les vagues, et les marées. Ça monte et puis je ne sais pas jusqu'où, ça descendra. Et ça descend toujours, parce qu'on n'est pas complètement sans expérience de ça. C'est l'histoire qui nous dit ça. Mais là, la vague est en train de monter. Cela dit, j'observe deux choses. La première, c'est que nous avons un pays qui a quitté l'Union européenne. C'est le UK. C'est une expérience grandeur nature. Le référendum pour le Brexit en juin 2016 a donné 52-48. Si demain il y avait un référendum, ce serait 60 pour le Remain. Et une chose est certaine, c'est que là, pour ceux qui sont intéressés dans la sortie, là, ils ont le CATIP devant leurs yeux. C'est une catastrophe à tous égards. Les losers de l'affaire, c'est les Brexiteurs. Et donc, ça, il faut dire à ceux qui ont envie de faire ça, vous voulez perdre, allez-y, tranquillement. Nous allons continuer ensemble. Je dois dire que nous avons beaucoup perdu avec le Royaume-Uni, nous nous portions beaucoup mieux avec que sans. Mais alors eux, franchement, et bon, un peu à contre-courant de ce qui se passe à l'échelle mondiale, on peut affirmer de manière à peu près certaine que dans un an, il y aura un gouvernement travailliste à Londres, non pas par gauchisme effréné, d'ailleurs ils sont plus centristes, simplement parce qu'ils sont plus mainstream, ils sont plus sérieux, et ils sont plus pro-européens. Je les ai rencontrés quand j'étais à Londres il y a 3 semaines. Donc, non, vous avez quand même le CATIP qui montre qu'il ne faut pas le faire. 2, les extrêmes droites. Je n'ai jamais été tout à fait partisan de ce type de... Je parle dans l'euphémisme, parce que je ne suis pas dans mon pays de ce type de mouvement. Je les ai combattus toute ma vie. J'observe quand même que, pour la plupart, ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin. Ils n'arrivent jamais tout seuls au pouvoir. Ils arrivent toujours en coalition. Donc ils sont forcément obligés de tempérer avec d'autres. Et 2, ils ont bien compris que ce qu'il s'agissait de faire, c'était pas de sortir de l'Union européenne, c'était d'en profiter tout en la minant de l'intérieur. C'est pas forcément beaucoup mieux. C'est pas de sortie. Et ça prépare le reflux de la vague. Regardez ce qui s'est passé en Pologne. Bon, un gouvernement est resté 8 ans. Ils ont fait beaucoup de mal aux institutions. Ils ont perdu. Et ils ont perdu notamment sur la question démocratique et sur la question européenne. Et arrivent aux responsabilités, ça finira par arriver. Alors, le président fait tout pour que ça soit retardé. Un Premier ministre qui était encore président du Conseil européen il y a quelques années. Et un mouvement pro-européen. Nous avons une coalition qui cherche à se former aux Pays-Bas, avec un leader, Geert Wilders, qui a proposé le Nexit. Bon, je ne sais pas s'il sera Premier ministre ou pas. Je ne vais pas me prononcer, c'est les Néerlandais qui le choisiront. Mais s'il devient Premier ministre, il sera obligé forcément de renoncer à ce projet-là. Enfin, vous avez le cas de la France. J'ai peu de sympathie pour la famille Le Pen. Je constate que la fille n'est pas son père, et notamment sur les questions européennes. Elle a été par exemple 2 fois en finale des élections présidentielles, en 2017 et en 2022. La première fois, elle proposait la sortie de l'euro. Dans le débat d'entre-deux tours, elle a perdu 5 points, ce qui n'est jamais arrivé dans un débat d'entre-deux tours, qui n'a jamais bougé 1 point. La deuxième fois, on n'en parlait plus. La troisième fois, elle dira simplement qu'elle veut une autre Europe. La France ne sortira pas de l'Union européenne. Personne ne sortira de l'Union européenne. Donc, ce que la politique fait, et ça c'est la démocratie, il faut l'accepter, c'est pas toujours les mêmes qui gagnent. Et il n'est pas écrit quelque part qu'il faille être sans arrêt plus européen, plus européen, plus européen. Sinon on vous répond, maintenant vous êtes la pensée unique, vous êtes la... Non. En démocratie, on peut avoir des moments où il y a des gens qui sont plus pour ceci, plus contre cela. Et il y aura, si les populistes l'emportent, incontestablement un reflux de la capacité de l'Union européenne à progresser. Ça c'est certain. La sortie, j'y crois plus. Parce que c'est tellement bête, tellement contre-productif. Non mais indépendamment du fait, vous savez, on peut être bête et méchant. Voilà. On dit pas gentil, d'ailleurs, quand on est méchant en général, c'est juste qu'à un moment donné, on cède des bêtes. Et je pense que les populistes ont au moins compris ça. Vous avez accueilli, c'était une visite de courtoisie, pas une visite d'État. M. Orban, il y a quelques jours, en voilà un qui est très méchant. Mais il n'est pas bête. Et jamais l'idée de sortir de l'Union européenne ne lui est venue. Comme d'ailleurs, elle n'est jamais venue au Kaczynski, pour une raison très simple. Ils sont les premiers bénéficiaires des fonds structurels. Pourquoi y renoncer? Bon. À la limite, dans un pays que les Pays-Bas, c'est plus compliqué, parce qu'ils sont des financeurs nets très lourds. Mais il y a tellement de choses qui nous lient aussi. Donc voilà, je pense que
Vous voyez, en politique, on ne peut pas prétendre gagner tout le temps. Ce n'est pas toujours les mêmes qui veulent gouverner. C'est la vie, c'est le citoyen qui décide. Et même quand on perd une élection, il faut en accepter le verdict. Il faudrait l'expliquer à Donald Trump, mais c'est très important. C'est la base de la démocratie. Une fois qu'on a dit ça, l'Union européenne, je pense, reste un cadre assez robuste, finalement, qui survivra aux péripéties politiques. Elle a été construite pour les dépasser. Parce qu'elle a été construite pour la réconciliation entre des pays qui se font la guerre. Ça marche encore. Ça marchera encore tant que, bien sûr, cette union apportera quelque chose à ses citoyens et à ses économies. Évidemment, on pourrait quitter une Europe qui ne marche plus du tout. On pourrait quitter une Europe défaite. On pourrait quitter une Europe affaiblie. Nous n'en sommes pas là. Et là, pour le coup, je reste carrément optimiste, même si je vois la période politique comme une période difficile, sans aucun doute. Difficile, mais pas insurmontable. Et c'est un beau défi, surtout pour les pro-européens, les pro-démocrates, d'affronter ces temps compliqués. C'est ce que je vous souhaite. Merci.